Bon alors aujourd'hui on est vraiment désolé parce qu'on est contraint de faire la vidéo dans le noir vu qu'on n'a pas suivi la formation de 3 jours. Mais si tu sais la formation de 3 jours qu'il faut faire pour changer une ampoule là. Bon allez, assez rigolé, on est le jeudi 8 février, vous regardez l'actu réfractaire, pensez à vous abonner parce que ce qui va suivre c'est un tas d'informations nécessaires pour comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde. Et la grande nouvelle du jour c'est évidemment le nouveau gouvernement Attal qui a été dévoilé. Enfin pas exactement, si vous avez suivi un petit peu cette histoire, il y a un mois tu as Gabriel Attal qui a été nommé Premier ministre, sauf que son équipe de ministres à lui est toujours pas complète. Il manque notamment des postes de ministre du logement ou alors de la fonction publique. Qui est alors présent dans ce nouveau gouvernement au complet? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors en fait on était plein d'enthousiastes pour vous annoncer ça du coup dans l'après-midi, sauf qu'il n'y a rien eu dans l'après-midi, sauf Carole Grandjean là qui a fait une incroyable annonce, elle a dit qu'elle allait partir du gouvernement puisque apparemment elle était au gouvernement et après vérification elle était oui bien ministre de l'enseignement professionnel, voilà tout le monde la connaissait. Et puis il y a eu le drame avec Bayrou qui aurait refusé un poste de ministre de l'éducation nationale par profond désaccord avec Macron, c'est ce qu'il dit, remettant en cause pendant quelques heures l'alliance En Marche Modem, mais bon finalement le président du Modem a réparé les pots cassés et les deux partis sont maintenant réconciliés. Bayrou préparerait-il une future candidature pour 2027? Mystère, mystère. Tout ce qu'on sait, c'est que le parquet a fait appel de la décision sur l'affaire de blanchiment d'argent, ce qui expliquerait peut-être ce revirement. Pour le reste du gouvernement qui n'est toujours pas là, ça arrivera peut-être ce soir, ou demain, ou on ne sait pas quand. En fait, les annonces sont contradictoires à ce sujet. Ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué après 7 ans de règne pour Macron de trouver encore des gens pour entrer dans son gouvernement. La suite donc demain avec la prochaine quotidienne. Et pendant ce temps, les dockers sont eux en grève et vous savez pourquoi? Contre la réforme des retraites. Les ouvriers du Havre et de Marseille ont fait tourner au ralenti, voire bloquer l'activité des deux principaux ports français. Les grévistes demandent aussi 10 milliards d'investissements dans les ports français qu'ils estiment délaissés. Et il y a aussi des syndicalistes qui ont envahi le siège de la RATP pendant une journée de grève et tout ça pour la revalorisation des salaires. Bref, ça risque d'être sympa les Jeux Olympiques. Et pendant ce temps-là, la FNSEA est aux anges. D'après le Canard enchaîné, elle a négocié avec le gouvernement une hausse de son budget ainsi qu'une hausse du nombre d'élus suite aux prochaines élections professionnelles. Rien à voir évidemment avec leur trahison récente faite contre tous les agriculteurs du pays au profit du gouvernement. Évidemment, c'est juste une coïncidence. En parlant d'agriculture, la Confédération paysanne, elle, continue ses actions contre les traités de libre-échange et pour un revenu paysan digne. Des blocages de plateformes Leclerc, des interventions dans les magasins et de nouveaux appels comme demain à 15h dans le Rhône. Pour les curieux, le rendez-vous est donné sur le parking d'Intermarché de Pontcharrat sur Turdine, donc à 15h. On vous met la petite affiche si vous voulez les rejoindre. Le porte-parole de la coordination rurale, donc l'autre syndicat agricole, a lui relancé les hostilités. Il annonce vouloir organiser de nouvelles actions. Les réunions vont s'enchaîner fin de semaine et d'après lui, un appel à l'action ne devrait pas tarder. Il vise notamment sur son tweet les normes environnementales de l'Union européenne. Et le timing est plutôt bon puisque le mouvement des agriculteurs dans le reste de l'Europe continue et, vous allez le voir, prend même de l'ampleur. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a 10 jours, les agriculteurs espagnols sont entrés dans la danse du mouvement européen paysan. Et hier, on a vu des images particulièrement folles. Près de 2000 tracteurs de toute la Catalogne qui convergent vers la capitale catalane, Barcelone, pour protester. Et ça donne des rangées et des rangées de tracteurs en plein centre-ville. Une foule immense qui occupe aussi une place de Barcelone et qui décide d'y rester dormir. On a aussi vu des policiers qui attaquent au gaz lacrymogène des agriculteurs qui bloquent la plateforme logistique de la grande distribution Mercadona hier soir à Antequera. Le mouvement en Espagne s'organise essentiellement sur les réseaux sociaux sous l'impulsion d'une nouvelle plateforme qu'ils ont appelée 6F. Et c'est cette toute jeune organisation agricole qui a lancé les manifestations en Espagne, dont certaines ont pour objectif d'encercler Madrid et de bloquer les principaux ports au cours des prochains jours, d'après le quotidien espagnol El País. Si ce matin les grandes artères de Barcelone commencent à se vider des tracteurs, c'est parce que les agriculteurs, qui protestent majoritairement en leur propre nom et pas sous une étiquette syndicale, ont l'intention de faire des opérations dans tous les coins du pays, sans tenir un point fixe de blocage, d'après les informations recueillies sur place par El Confidencial. Une partie des agriculteurs donc sont retournés à la campagne, tandis que les autres se retrouvent devant le Parlement où ils ont garé leurs tracteurs. Ce matin, la présidente du Parlement, Ana Hera, a reçu certains des représentants des agriculteurs, y compris non syndicaux. Pareil à Huelva, à la Casa Colón, où se tient
tient le premier congrès national sur l'hydrogène vert. Tandis que certains agriculteurs coupent les routes avec leurs tracteurs, d'autres dans leurs véhicules privés se sont rendus au congrès pour assister à la séance et sans doute participer. L'afflux va probablement augmenter au cours de la journée, mais il semble bien que le mouvement s'organise, que les tâches soient réparties et qu'une stratégie commence à se mettre en place. Une organisation des agriculteurs sans les syndicats corrompus qui pourrait bien inspirer certaines personnes en France. Dites-nous si ce point sur le mouvement paysan européen vous a plu. Dans ce cas, on pourra vous en faire d'autres sur ce qui se passe en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne, en Italie, au Portugal, etc. Allez, on passe à la suite. Aujourd'hui, on va faire un petit point abonné grâce à Julie. Si vous aussi vous voulez participer au point abonné avec une info nichée à côté de laquelle on a pu passer, une lutte locale, quelque chose qui n'a pas été diffusé nulle part ailleurs, n'hésitez pas à nous écrire sur actu@lecanardrefractaire.org. Et si ça est accompagné de photos, de vidéos et d'articles de presse, c'est parfait. Julie habite au Canada et voulait nous rappeler qu'il y a eu de giga incendies l'été dernier qui a ravagé des millions d'hectares de forêt. Les feux ont laissé depuis place à un hiver particulièrement doux d'après Julie, mais il y a quand même de la neige et il fait froid, ça reste quand même le Canada. Seulement sous terre en profondeur, les feux continuent. C'est ce qu'on appelle le phénomène des zombie fire ou feux zombies en bon français. Ces feux pourraient réenflammer les forêts dès que le printemps et le redoux seront arrivés. Bref, chaque année, les méga-feux seront plus importants que l'année précédente du fait de ces feux qui couvent et qui n'attendent que le beau temps. Et on va passer maintenant à l'actualité internationale un peu plus vaste avec d'abord une mise à jour de la guerre en Palestine, comme beaucoup nous l'ont demandé en commentaire. On en était resté la semaine dernière aux tractations pour la paix et la libération des otages organisées par la diplomatie qatari, accompagnée du secrétaire d'État des États-Unis. La population palestinienne a cruellement besoin de cette paix, vivant sous les bombes, dans la douleur et la terreur depuis maintenant 4 mois. بعدين ندعي الله الحكومة تقف مع الناس الغلابة المسؤولين عن الوضع يدعموا الناس بدنا أمان بدنا سلام بدنا نرتاح من الحياة الواحد عيشة الكلاب الله يعزها هذه حياة مأساوية نحن الكبار لا نتمسك بالحياة لأننا الحياة مملوءة بالقصف والدمار والنزوح واللجوع والاغتيال والإبعاد فلذلك نريد وقف إطلاق النار من أجل الحياة للأطفال. Mardi dernier, lors d'une conférence de presse, nous avons appris que le Hamas acceptait les termes de l'accord. Mais hier, mercredi 7 janvier, Benjamin Netanyahou a annoncé qu'Israël refusait l'accord de trêve et a ordonné l'armée de préparer une offensive sur Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza. Rafah est alors qualifiée de dernier bastion du Hamas par l'État israélien. Cette ville est déjà la cible de bombardements depuis très longtemps. La population craint désormais une attaque terrestre. Et comme on peut le voir sur cette carte, toute la population de la bande de Gaza est entassée dans une toute petite zone orange en bas de l'enclave, dans des conditions désespérées, sans logement et sans nourriture. C'est 1,7 million de déplacés selon l'ONU. Située au bord de la frontière avec l'Égypte, c'est la seule échappatoire possible pour les Palestiniens. Et c'est là où se situe Rafah que Tsahal va envahir dans les prochains jours. À partir de là, il s'agit donc de se poser plusieurs questions. S'il y a une attaque terrestre, que vont devenir les millions de Palestiniens vivant dans des tentes, des immeubles surpeuplés dans le sud de la bande de Gaza? Aucun accord pour l'accueil dans un autre pays n'a été conclu malgré les tractations de l'État israélien, notamment auprès de l'État égyptien. Donc que vont devenir ces 1,7 million de personnes? Et que va devenir le territoire une fois vidé? Que va devenir ce territoire une fois que l'État israélien estimera avoir liquidé le Hamas, qui va reconstruire aussi cette bande de Gaza? Des membres du gouvernement de Netanyahou appellent à la colonisation du territoire. Et récemment, une enquête du journal britannique The Telegraph révèle qu'à l'heure actuelle, des bulldozers sont au travail au nord de Gaza pour établir une zone tampon d'1 kilomètre de largeur entre Israël et Gaza. La construction de cette zone détruirait au passage 1072 bâtiments dans son périmètre selon le quotidien sur 2824 bâtiments en place. Cependant, l'annexion de facto d'une partie de Gaza rencontre l'opposition des soutiens israéliens à l'étranger. Londres, comme Washington, envisage même une possible reconnaissance de l'État palestinien après la guerre.
Probablement un coup de communication au vu de l'ampleur des massacres commis par Tsahal et les futures élections présidentielles pour Joe Biden. Nous allons évidemment suivre cette affaire de près pour vous dans les prochaines Actus Réfractaires. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier une fois de plus pour votre soutien, que ce soit par commentaire, par partage ou les dons Tipeee qui augmentent pas mal ce mois-ci. Tout ça permet de développer notre média et de développer notre Actu Réfractaire que vous allez retrouver évidemment demain à 19h. Voilà pour la dernière de la semaine, ça va être bien. Allez, des bisous. Quack.